Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue au magazine du dimanche qui reçoit pour vous Prince Kinana, communicateur de CRD, parti cher à Christophe Mbosso-Kodia. Bienvenue Prince. Bonsoir madame Patricia et merci pour votre invitation. Comment se porte CRD? La Convention pour la démocratie de Christophe Mbosso-Kodia pour les présidents de l'Assemblée nationale se porte mieux. Aujourd'hui le parti est implanté à travers toutes les 26 provinces de la RDC. Merci beaucoup, Prince. Je reviens à vous. L'actualité a été dominée, entre autres, au courant de la semaine par l'inauguration de l'usine de montage de bus Mercedes-Benz à Kinshasa par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Une fois montées, ces pièces détachées vont donner forme à un bus de marque Mercedes capable d'assurer le transport en commun. Il fallait attendre 3 décennies pour voir la République démocratique du Congo ouvrir de nouveau une usine d'assemblage de véhicules sur son territoire. Pour inaugurer cette nouvelle unité de production, c'est l'artisan de la bonne gouvernance et de l'assainissement continu du milieu des affaires, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui effectue le déplacement de la 12e rue Limété. Décidément, c'est une révolution de l'industrie automobile congolaise qui débute ce jour. Suprême Automobile est en réalité un des fruits de l'activation du nouveau modèle économique congolais basé sur la transformation locale de richesse. Ce concessionnaire et distributeur de la marque Mercedes-Benz a comme mission première le renouvellement du charroi automobile du transport en commun. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a, au cours d'une visite guidée, reçu toutes les informations sur le fonctionnement de la chaîne de montage de engins roulants. Des bus qui avoisinent les 230 chevaux avec une garantie de 12 mois. Suprême Automobile a ouvert son marché à toutes les commandes, locales, nationales comme étrangères, mais la société Transco en tirera des grands avantages car les entretiens et réparations de ces bus seront effectués sur place et sans frais durant la période d'essai. Félix-Antoine Tshisekedi a convié toute sa suite à un tour dans un des bus Transco montés dans cette usine, question d'expérimenter son confort. Il n'était donc pas impossible de voir en circulation un véhicule avec la mention fabriqué en RDC. Il suffisait juste d'une volonté politique. La volonté est faite. Et puis le président de la RDC a visité pour la 3e fois à 2 sites sur 3 qui vont abriter le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Regardez. La ville de Kinshasa vit dans la fièvre de l'organisation très prochaine du 28 juillet au 6 août 2023 du 9e jeu de la francophonie. Garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce mercredi 14 juin une 3e visite des travaux d'infrastructure d'accueil de ces jeux que supervisent le gouvernement et le comité d'organisation des 9e jeux de la francophonie. Au stade de Martyr, les ouvrages de différentes disciplines sportives seront livrés à la fin du mois de juin en cours, rassure Joseph Adjami, ingénieur, directeur responsable des travaux à la Compagnie Générale des Constructions. Nous sommes jusqu'à la fin. On peut, disons, à la fin de ces mois-là, on peut mettre les clés à la main. Aucun de retard, aucun de problème technique. On va visiter, on peut voir les parquets sur place, les chaises sont là, et les climatisations, et les VIP, et les carreaux, et les fenêtres. Même on peut regarder derrière moi, la façade du bâtiment, tout ça prête. Aucun de problème. Nous, toujours, on respecte les délais. Si on dit à la fin du mois, c'est à la fin du mois. Plus ou moins une semaine, on peut, disons, le 20, c'est prêt. Outre le terrain de football, le complexe sportif du stade de Martyr vient de se doter de gymnases jumelés et stadiums modernes de basketball, volleyball et autres disciplines, le judo, le karaté notamment.
Le chef de l'État a visité les différentes infrastructures sous les explications du numéro 1 de l'entreprise à pied d'œuvre, la Compagnie Générale de Construction et du ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. Les travaux du terrain annexe du stade de Martyrs sont quasiment terminés. Le chef de l'État s'est assis sur une chaise pour s'assurer du confort des sièges de la tribune du terrain annexe. La visite s'est terminée par le stadium de basketball qui n'attend plus que les compétitions des Jeux de la francophonie. Outre le basketball, le stadium pourra aussi accueillir les rencontres de tennis. Le président de la République a poursuivi sa ronde vers le stade Tata Raphaël, un autre site choisi pour abriter les 9e Jeux de la francophonie. Il est prévu ici notamment les logements des sportifs. Le chef de l'État a tenu aussi à s'assurer de l'évolution des travaux de l'aire de jeu du stade Tata Raphaël, ce terrain mythique qui avait accueilli le combat Mohamed Ali, Georges Foreman. La visite s'est allongée vers les tribunes, surplombant le terrain de football, les vestiaires et la salle omnisport. Le président de la République a donné des instructions précises concernant la remise des ouvrages dans les délais contractuels impartis. Allez, Prince Kinana, quelle lecture faites-vous de l'inauguration de l'usine de montage de bus Mercedes à Kinshasa à plusieurs années après le départ de General Motors? Nous félicitons d'abord le chef de l'État qui s'y bat, coréen, pour que, à travers plusieurs réformes que nous avons engagées et qu'il a aussi engagées par rapport à sa vision qu'il a, sa vision politique managériale, la refondation de l'État, de permettre aux Congolais de retrouver encore le chemin de l'emploi. Cet espoir que nous ayons une usine qui monte de bus ici, cela va créer 500 emplois directs et 2500 emplois indirectement. Il y aura des suivis. Donc, déjà, ça permet à ce que plus d'1 million de Congolais qui cherchent d'emploi peuvent aller se ressourcer, voire même nos frères qui vendent ici à Kimpanza, au lieu d'aller chercher les matériels ailleurs, ce qui va encore exporter les devises, ce qui crée aussi cette flambée de montée en dollars. Cela va nous rapporter encore des devises, voire même des pays africains qui pourront venir se ressourcer par rapport à ces bis. C'est un partenariat public-privé, il faut souligner, mais ce qu'il faut noter, c'est que cette détermination qu'a le gouvernement et les chefs de l'État pour assouvir tant soit peu la pauvreté des Congolais. C'est vraiment à saluer, à louer, c'est très bénéfique pour la nation. Voilà, et puis la ville-province de Kinshasa va abriter le 9e jeu de la francophonie. Est-ce que vous avez quelques mots à placer concernant bien évidemment ces jeux de la francophonie? Nous encourageons le suivi qu'a suivi le chef de l'État par rapport à ces chantiers qui doivent être livrés par rapport à un délai contractuel. Nous ne voulons pas que ces jeux puissent encore être reportés par manque d'infrastructures, vu que les infrastructures n'ont pas pu être terminées à temps. C'est pour cela que le chef va à l'improviste, sans le Premier ministre qui est en train de suivre ces projets, sans même les ingénieurs, il est allé surprendre ceux qui font les travaux là-bas pour voir, palper du doigt lui-même l'avancement de ces travaux et comprendre la qualité des établissements qui seront remis à la République pour permettre à ce que ces jeux puissent bien se dérouler, parce que cela dépend de l'honneur du pays qui va abriter les 9 jeux de la francophonie, prévu le 27 juillet ici. Prévu le 28 juillet, nous sommes pratiquement un mois et quelques jours. Un mois, donc c'est comme ça que le chef... Est-ce que vous pensez que les RDC, Kinshasa, sera prêt en tout cas d'organiser ce jeu de la francophonie? Si nous devons suivre ces marathons de suivi qu'a su le chef de l'État, à plus de 3 fois déjà pendant un mois qu'il a visité ces chantiers, cela rassure que nous allons tenir ces jeux ici prévus le 28 juillet. Merci beaucoup Prince Kinana. Prenons cette fois-ci la direction de la Chambre haute du Parlement. Peter Kazadu rassure les élus sur les élections de décembre qui ne connaîtront aucun glissement. Regardez. Il y a eu plusieurs questions qui se sont regroupées en 4. Il y en avait qui étaient relatives aux modalités de répartition des sièges et d'autres sur la sécurité de manière générale. J'ai donné des réponses aux préoccupations des honorables sénateurs qui se sont montrés satisfaits. C'est de la responsabilité des honorables sénateurs d'examiner tout projet de loi que le gouvernement dépose sur leur table. Nous avons fait notre part, à eux de faire la leur, dit-il, après s'être investi à répondre aux questions des sénateurs. Quant aux territoires touchés par l'insécurité et qui n'ont pas encore connu d'enrôlement, le chef de la territoriale en République démocratique du Congo, Maître Peter Kazadi, a expliqué qu'il a bel et bien des mesures qui sont prises. La loi sur la répartition des sièges ainsi votée
ouvre la voie à la CENI d'accélérer pour l'effectivité des élections de décembre 2023. Allez, Prince Kinana, quelles sont les mesures prises quant aux territoires touchés par l'insécurité et qui n'ont pas encore connu d'enrôlement? Nous sommes en train d'encourager nos forces de sécurité qui sont réformées parce que vous savez aujourd'hui la République démocratique du Congo vit un bastion d'insécurité à l'est déjà c'est depuis plus de décennies et maintenant à l'ouest avec le mouvement des Mobondo qui progresse dans un sens à encercler la ville de Kinshasa. C'est pour cela que nous invitons la population à être très vigilante, à réveiller cette dynamique interne, de collaborer avec les services de sécurité et aussi les notables, les chefs coutumiers, voire même les élus provinciaux. Nous saluons la proposition de Christophe Mbosso qui avait proposé un dialogue quant à ce, surtout avec, cela a commencé avec les conflits intercommunautaires Tekeyaka. Il y a un mouvement insurrectionnel qui est né de ces conflits. Ces tueries, ces barbaries, ces affres d'atrocités, cette façon de faire n'est pas bantou. Voilà pourquoi nous appelons tout le monde au calme, que ces mouvements de Mobondo reviennent, qu'on puisse parler. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-il un conflit foncier? Que réclame-t-il? Y a-t-il une implication politique? Y a-t-il une main noire? Une infiltration externe? Est-ce que le Rwanda, comme il a toujours voulu instabiliser, rendre la République démocratique du Congo ingouvernable, a-t-il changé de schéma? Ces velléités ont quitté l'Est de la République pour arriver à l'Ouest. Telles sont des questions qui nous hantent. Nous saluons l'implication du gouvernement et de nos forces de sécurité. Nous pensons que cette situation va bientôt se calmer parce que le chef de l'État y tient. La pacification de la République et c'est son leitmotiv pour nous amener vers un développement harmonieux. Concernant en tout cas la répartition de sièges, certaines personnes crient déjà la fraude. Comment réagissez-vous? Bon, vous savez, dans ces pays, il y a trop de gens qui supputent. Toute question électorale ne peut se traiter qu'au niveau du Parlement. Le processus électoral est libre. Nous avons laissé ces opposants qui sont représentés au Parlement de participer au débat. Ils ont préféré aller jouer au jeu du consensus à l'unanimité. Or, ce qui n'existait pas. En démocratie, la minorité doit subir les dictats de la majorité. C'est ça les règles du jeu démocratique. Parce qu'on ne peut pas continuer à jouer à ce jeu de compromis pendant qu'il faut organiser les élections dans un délai constitutionnel prévu. Parce que nous ne pouvons pas violer ces pactes républicains étaient de renouveler le mandat des élus tant nationaux et aussi du président de la République. Le peuple s'empresse pour aller aux élections parce qu'ils pensent renouveler ces mandats du chef de l'État. Comme eux ont vu que cette question qui était extrêmement parlementaire, ils pensent qu'avoir un schéma de dialogue extra-parlementaire leur permettant d'entrer au gouvernement pour se refaire une santé financière et aller aux élections après, c'est ce que nous ne voulons pas parce que cela va nous conduire à aller vers un glissement possible. Donc nous remercions les élus nationaux et aussi les sénateurs qui ont participé à ces débats, qui l'ont examiné à bon escient à travers les commissions de PAJ. Mais écoutez, aujourd'hui, l'opposition n'est plus républicaine, elle n'est plus constructive. L'opposition doit être vue dans des chambres délibérantes. Ici, ils avaient des choses à dire, qu'ils espèrent dire dans des salons privés où ils vont concocter un dialogue, ils pouvaient mieux les dire, soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou soit au niveau des commissions politiques, administratives et judiciaires, commission PAJ de l'Assemblée nationale et aussi du Sénat. Mais on préférait claquer la porte, jouer à la politique de la chaise vide, cela ne leur profite pas. Nous leur conseillerons aussi de ne pas aller aux élections. Mais cette opposition a compris qu'ils n'ont pas le peuple derrière eux. Voilà pourquoi ils sont en train de manigancer ces manœuvres pour ne pas aller aux élections. Parce que le peuple est du bon côté de l'histoire, du côté de l'union sacrée. Le peuple est avec nous. Ayant compris qu'ils n'ont pas de discours à amener auprès de cette population, ils n'ont pas de discours attractifs, ils n'ont pas même de programme, même pas de vision, même pas une offre politique à vendre par rapport à ce qu'ils nous proposent. C'est comme ça qu'ils amènent ces manœuvres pour retarder le processus électoral. Presque il en a cité les cas. Pourquoi en tout cas les démarches de l'opposition vous dérangent, vous de l'union sacrée? Le marche de regretter du pouvoir, ce que vous appelez opposants et se disent être résistants, ne dérange pas le pouvoir en place. Nous sommes requis par un régime d'information. Vous informez l'autorité compétente qui doit donner son avis parce que ces marches politiques publiques doivent être sécurisées. La sécurité publique et la tranquillité publique font partie des missions régaliennes de l'État. Et le gouvernement provincial ou l'autorité compétente va voir comment faire en sorte que vous êtes dans vos droits de marcher par rapport à une situation donnée de tenir un meeting sans déranger aussi les autres. Vu que nous vivons dans une forme de tension, de bastion d'insécurité, déjà le mouvement Mobondo tué ici à Kinshasa, dans des villages environnants ici, le gouverneur sait que il va voir à quel moment il peut disponibiliser
les moyens pour permettre à la police de les sécuriser. Il a donné son avis et j'ai quand même aimé cette fois-ci leur sagesse, ils n'ont pas voulu. C'est RT contre les autorités, ils ont repoussé calmement. Pour les 24, on n'a pas empêché. Nous sommes depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, les marches ne sont pas réprimées, il n'y a pas de morts, on n'était pas en train de les gazier. Les cités de l'autre fois de l'opposition étaient réprimées. Parce qu'ils ont créé eux-mêmes l'insécurité. Ils ont créé eux-mêmes de barbarie, voulant s'affronter à la police. Moi, j'ai vu Fayou nous donner l'ordre à des badauds, aux bandits urbains, comme il m'a appelé à Kinshasa Kuluna, de caillasser les policiers. Pendant que eux se disaient, voulaient tenir une marche pacifique. Ils avaient déjà prémédité ces atrocités par rapport au changement des dates et aussi au changement de l'itinéraire. Dans un état de droit, il existe de principes et règles normatives qui organisent l'État. Le peuple congolais où la population a des droits, mais aussi surtout des devoirs. Il faut se conformer à respecter le principe de l'État. Lorsque vous voulez marcher, vous ne venez pas entraver la liberté des autres. Là où votre liberté commence et s'arrête, il y a aussi celle des autres qui commence. Donc, il devait normalement éviter cela. Cette fois-ci, nous espérons que lors de leur meeting, que le peuple n'est pas prêt à suivre, parce qu'ils ont compris qu'aussi que la population ne sera pas là. Je n'espère pas que le 24 aussi, il y aura le peuple qui va leur suivre, parce qu'il y a déjà des concerts prévus à Kinshasa. Vous savez, le peuple quinois aime beaucoup plus soutenir ces artistes. Nous espérons qu'ils pourront quand même réunir ne fût-ce que 100 personnes. Chose qui est impossible, manquant des discours. La population n'est plus dupe, on n'est plus là pour les emballer dans une histoire parce qu'on veut agir vers un chemin. Ce bloc antipatriotique est en train de jouer au jeu de l'ennemi. Il est en train de jouer au jeu des Kagame qui ne veut pas que la République avance, qui ne veut pas que les Congolais renouvellent le pacte républicain, la but par excellence que les élections. Presque il y en a une petite parenthèse. Comment vous jugez en tout cas le bilan? Certes, nous sommes allés trop vite en besogne. Comment vous jugez le bilan de l'actuel chef de l'État? Largement positif au regard des attentes, au regard des défis qu'on avait à relever. Le bilan est largement positif. Vous pouvez citer quelques avancées. Je vais parler d'une diplomatie qui récite. Il a désenclavé le pays, la qualité de l'enseignement dans les domaines de l'éducation, l'arrangement ou l'amélioration des salaires des fonctionnaires de l'État, la pacification, la réforme dans l'armée, la couverture santé universelle, les infrastructures sanitaires et éducatives et sportives. Donc un bilan vraiment positif, comme lui-même l'a dit, encourageant, parce que cette question de la pacification de la République lui hante encore, parce qu'il avait promis qu'il dirait que son bilan est réussi, son mandat est réussi, s'il y a la paix dans l'Est. Mais comme nous sommes en train de réformer, de nationaliser cette armée, il n'y a pas la paix parce que c'est à l'armée de pouvoir on peut dire en tout cas, le président n'a pas reçu son bilan. Selon lui, lui-même s'est dit que son bilan est encourageant, parce qu'il n'a pas pu terminer avec cette guerre qui devait encore intense. Mais il a quand même réussi dans cette question de la guerre dans l'Est, parce qu'il y a eu plusieurs avancées, comme cette clarification de l'implication rwandaise durant des années. Les gens limitaient cette question dans l'Est au problème des FDLR, mais aujourd'hui les langues internationales sont du côté de la RDC. Il y a des rapports des Nations Unies qui condamnent l'implication des Kigali. Il y a des livres qui s'écrivent pour clarifier cette question qui était, il y a des années passées, tordue, lorsque le peuple congolais criait à l'implication des Kagame, qui est l'axe du mal qui rend l'Afrique. Nous sommes à 6 mois du processus électoral en RDC. Est-ce que vous pensez qu'on va assister aux élections transparentes, libres et apaisées? C'est ce que nous voulons, nous tous. Denis Kadima aussi l'a dit. Les élections seront libres, transparentes et crédibles aussi. Parce que ce sont des élections du peuple. Aujourd'hui, il n'y a aucun dictat qui ne provient ni des impérialistes, ni d'un dirigeant africain qui se croyait tout avoir au Congo. Donc ce sont des élections pour les Congolais. On va leur donner les meilleures élections possibles, parce que ce sont des démocrates et des républicains qui dirigent ces pays. Ça sera facile pour Félix Antoine Tshisekedi de s'en sortir face à Martin Fayulu, Matata Ponyo, Délice Sanga et Moïse Katumbi. Par rapport à la configuration de ceux qui se disent être opposants à Félix Antoine Tshisekedi, si vous regardez très bien, il les avait déjà tous bâtis en 2018. Mais aujourd'hui, ils partent séparés comme ça. On ne sait pas si ils pourront s'en sortir face à une machine qui est l'union sacrée. Près de 500 partis politiques derrière un chef de l'État. Donc, il y aura un record, un score historique. Dit jamais vu, il pourrait même gagner à 80%. Presque il en a jamais une petite pause avec vous. Prenons la direction de l'Assemblée nationale avant cause parlementaire de ce jeudi 15 juin dernier. Eh bien, l'Assemblée nationale a adopté la loi d'habilitation du gouvernement. Regardez.
Les députés nationaux se sont retrouvés tard dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juin 2023 dans une plénière présidée par l'honorable Christophe Mbosoko Diampouanga, speaker de la Chambre basse du Parlement. Laquelle plénière avait à son ordre du jour 6 points, à savoir examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo, examen et adoption de la loi portant habilitation du gouvernement, examen et adoption du projet de loi modifié complétant la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, examen et adoption du projet de loi relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques, examen et adoption du projet de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal, la loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89/031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie, ainsi que l'audition à huis clos du rapport de la commission spéciale et temporaire ayant statué sur les cas du député national Daniel Safou. Dans l'économie que le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Roubota, a justifié la demande de prorogation de l'état de siège par la persistance de certains groupes armés tels que ADF, MTM, la Codeco, les Zaïre et la coalition des terroristes M23 RDF qui sont encore actifs dans les deux provinces concernées, ce qui exige que cette mesure exceptionnelle soit prorogée tous les 15 jours pour être en harmonie avec l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. S'agissant du projet de loi d'habilitation, le ministre d'État François Roubota a justifié la demande du gouvernement par l'ampleur de la situation sécuritaire sur les terrains à l'activisme des groupes armés dont le M23, le manque de cadre approprié pour la concertation sur l'affectation et l'utilisation de son espace à la base des tensions communautaires en RDC. Au finish, sur les 407 députés ayant pris part au vote, 402 ont répondu oui, 5 ont voté non. Aucun n'a voté abstention pour le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. 404 ont voté oui, 3 ont répondu non pour la loi portant réforme des procédures fiscales. 404 ont répondu oui, 3 ont voté non pour la loi relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. 404 députés ont répondu oui, 3 ont voté non pour la loi portant code pénal. 404 ont voté oui, 3 ont voté non pour la loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Allez, restons toujours à l'Assemblée nationale. La session ordinaire de mars s'est clôturée le jeudi 15 juin dernier dans les deux chambres du Parlement. Regardez. Un trait a été tiré jeudi 15 juin en fin d'après-midi sur la session ordinaire de mars 2023. Les députés nationaux sont en vacances parlementaires jusqu'au 15 septembre 2023 pour aborder la dernière session de la 3e législature de la 3e République. Contrairement aux habitudes, la clôture de la session de mars n'a pas donné lieu à un discours protocolaire habituel. Pour l'essentiel, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, s'est exprimé en ces termes. Honorables députés, chers collègues, après un travail bien accompli pour lequel votre bureau vous adresse ses sincères félicitations, je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance, que le Seigneur très haut nous accompagne, vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant de nos deux principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler, ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close
la session ordinaire de mars 2023. Allez, Prince Kinana, quel bilan faire de ces parlements qui vient de clôturer son avant-dernière session de la législature? Si nous devons rappeler que ce Parlement a commencé par une instabilité institutionnelle entre l'institution présidente de la République et aussi les deux chambres, ce qui empêchait les travaux, le bon avancement des choses au pays. Mais depuis l'avènement de Christophe Mbosso à l'Assemblée nationale des Modestes Bati Moukebo au Sénat, l'Assemblée nationale a travaillé pour l'intérêt du peuple congolais en parfaite sainteté, en une harmonie sainte avec toutes les institutions de la République. Ils ont reçu leur mandat à travers plusieurs lois votées à l'Assemblée nationale, les contrôles parlementaires aussi. Il faut compter que c'est depuis 70 jusqu'à aujourd'hui, depuis le début ou depuis la création de ces parlements, c'est au cours de cette législature que nous avions eu la plénière la plus longue, ou la session la plus longue, où il y a eu plus de 67 plénières, c'était la session de septembre passé. Coup de chapeau à Christophe Mbosso qui a mené les choses de main de maître, à travers aussi une diplomatie parlementaire offensive, une première au pays. Il a accompagné l'institution présidente de la République par rapport à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des lois ont été votées pour l'intérêt de la population congolaise, des lois hautement politiques ont été votées sans crépitement des balles. Je parle de l'entérinement du bureau de la CENI, je parle de la loi électorale, je parle de la loi sur la répartition des sièges. Sans contestation, il a usé de sa sagesse, laissant du temps aux frustrés de rentrer dans la salle, ils ne sont pas venus. Il a engagé, il a soumis la loi au débat au niveau de la plénière qu'il a voté clairement. En tout cas, coup de chapeau. J'espère que la population va renouveler le mandat de certains de ces députés qui ont mieux travaillé pour leur intérêt. Parce que quand vous dites que le Parlement travaille pour l'intérêt de la population, vous faites allusion à quoi? J'ai fait allusion par exemple à la loi sur la programmation militaire, une loi qui rend autonome notre armée aujourd'hui. C'est depuis 60 jusqu'à aujourd'hui qu'on n'a jamais une telle loi permettant à l'armée d'elle-même de faire son budget. C'est une loi aussi qui a augmenté même le budget de l'armée. Je parle de la gratuité de l'enseignement, c'est Parlement à accompagner. Je parle de la loi des finances. Aujourd'hui, nous avons un budget qui s'évalue à près de 16 milliards de dollars. C'est grâce à ces parlements. Je vais parler aussi des réformes menées au niveau de la défense, voire aussi au niveau de nos forces de sécurité. Il y a plusieurs lois comme ça. La loi électorale qui prévoit aujourd'hui, qui valorise les femmes. Aujourd'hui, nous pourrons avoir un Parlement qui peut avoir une chance d'avoir 50-50. C'est grâce à cette loi électorale qui a été votée par cette Assemblée nationale, permettant aux partis politiques qui peuvent beaucoup plus aligner des femmes pour ne rien payer. C'est grâce à cette loi électorale qui est profitable à la population. Aujourd'hui, les criminels des violences sexuelles, ceux qui ont commis des actes d'atrocité de guerre, peuvent être jugés par rapport à une loi qui était l'initiative même de la première dame Denise Nakerou, que le Parlement avait voté. Bien que le budget est contesté. Les budgets contestés par qui? C'est ça les problèmes. Sont-ils compétents en cette matière? Ont-ils les notions compétentes? Connaissent-ils les contours sur lesquels les recettes ont été mobilisées, sur lesquels on a essayé un peu de bloquer les coulages pour permettre au gouvernement de vivre, de pouvoir mobiliser un tel budget, une première depuis que la République du Congo est Congo. Donc, nous devons suivre ce que la bouche autorisée nous dit, les compétences d'état d'attribution. Le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, a déclaré que la République démocratique du Congo fonctionne aujourd'hui avec un budget de 16 milliards. Nous n'avons qu'à accepter ce que disent nos élus, nos représentants, qui détiennent même le pouvoir de la République. Et parlons un peu du budget, Prince Kinana. Un budget de 16 milliards, mais aujourd'hui, en tout cas, à la situation chaotique, je prends à l'écart de la vie province de Kinshasa, où il y a augmentation des articles du jour au lendemain. Le problème, c'est que lorsque il y a la flambée des prix sur le marché, surtout des denrées alimentaires, il faut comprendre que d'abord nous avons une économie extravertie qui regardait toujours vers l'extérieur. Moi, j'ai suivi une fois, on parlait des conséquences qu'il pourrait avoir par rapport à l'évasion ukrainienne. L'évasion russe, cette agression, vous connaissez que l'Ukraine fait partie même de ces pays producteurs de céréales, légumes et autres. Nous-mêmes, nous sommes frappés par une guerre. Cet effort de la guerre coûte beaucoup à la République. Il y a certains domaines où l'État intervient en termes de coûts pour stabiliser le prix au niveau du marché.
Il faut attendre. Nous n'avions pas de projets agricoles. L'agriculture dans ces pays était prête KO à l'avènement de Félix Antoine Tshilombo à la tête de ces pays. Il fallait relancer. Il faut attendre les résultats qui vont apporter le projet de développement des 145 territoires. Il n'y a pas de routes et de services agricoles. Il y a des produits qui pourrissent dans des provinces. Ici, dans le Congo, ici, vous allez trouver qu'il y a des produits à qui la faute? La faute appartient à ceux qui nous ont dirigés sans nous léguer des routes, des desserts agricoles. La faute appartient à ceux-là qui ont dirigé ces pays ayant détourné un projet salvateur comme le projet de Bukanga Lonzo. La faute pourquoi appartient... à chaque fois vous de l'Union sacrée, vous visez toujours Joseph Kabila Kabangui? Il appartient des jours passés. Nous ne jugeons pas Kabila, mais nous regardons qu'est-ce qu'ils nous ont légué. Le passé influence toujours le présent. Et ce que nous faisons aujourd'hui va impacter sur le futur. Aujourd'hui, plus de millions de Congolais peuvent aller gratuitement à l'école parce qu'ils ont eu d'une fille de ce pays qui a rendu cette éducation gratuite. Mais si eux nous ont légué des routes de secteur agricole, les produits vivriers devaient être acheminés à Kinshasa. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de communication, nous n'avons rien trouvé. C'est maintenant qu'il faut tout refaire avec le projet de développement des 145 territoires. Nous encourageons le gouvernement. Nous continuons dans ce sens-là. Maintenant que nous mobilisons des recettes, qui sauf Mosso l'a dit, nous devons mettre à profit les terres arabes. Et demain ou après-demain, vous allez voir que les 4 ans et demi au pouvoir, à la tête de la RDC, vous avez construit combien de routes? Il y en a plusieurs qui ont été construites. Je crois vous pouvez citer. Bon, si nous ne parlons pas de Kinshasa seulement, il faut voir... On parle de la RDC en général. Il y a eu plusieurs projets. Le projet Tchilégelou était un projet qui nous a amené aussi des routes. Il y a eu le projet, par exemple, Kinshasa Zéro Trou. Il y en a plusieurs comme ça que le gouvernement a mis en place pour permettre. Mais il fallait comprendre que la refondation de cet État ou la reconstruction de cet État-nation nous demandait à ce qu'on puisse poser des actes dans chaque secteur pour faire respirer la République. Tout à fait autre chose. Le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde, membre du Présidium de l'Union Sacrée, a échangé avec le député national, membre du bureau de l'Union Sacrée, représentant les 4 provinces de l'espace Grand Katanga. Regardez. La question liée à la bonne marche de l'Union Sacrée dans le Grand Katanga et celle liée à l'organisation imminente des actions de grande envergure était au centre des échanges selon l'honorable John Banza Lunda, le chef de cette délégation. Donc nos échanges ont tourné autour de perspectives que nous avons, des activités que nous allons mener dans quelques jours. Nous voulons une action ou une série d'actions harmonisées avec l'autorité locale. Voilà, aujourd'hui c'est le premier pas de la plus haute autorité de l'Union Sacrée au niveau du Présidium, qui est de cet espace du Grand Katanga, qui a réuni les bureaux des députés nationaux de l'Union Sacrée du Grand Katanga sur les enjeux qui sont devant. L'Union Sacrée se porte très bien, mais il y a un grand engouement, mais il y a nécessité d'harmoniser et d'organiser, de formaliser certaines structures. Voilà pourquoi nos échanges ont eu lieu ici. Et dans les jours à venir, il y a une délégation qui viendra de travailler avec les différentes parties prenantes pour voir dans quelle mesure donner un rapport au Premier ministre qui est membre du Présidium pour que les activités de grande envergure puissent démarrer. Notre objectif principal, c'est la réélection du président de la République. Notre objectif principal, c'est de lui accorder une majorité confortable ici au niveau du Grand Katanga. Le Premier ministre séjourne dans le Haut-Katanga depuis le week-end dernier. Il a effectué une visite de travail dans les territoires de Kasenga pour visiter notamment les ouvrages réalisés dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Il a également participé au 3e congrès eucharistique national de l'Église catholique qui s'est tenu à Lubumbashi sous le thème Eucharistie et famille. Je pense que notre souci principal, c'est la réélection du président de la République. On peut dire que le train des élections est en marche. L'Union Sacrée, qui est une méga plateforme politique de gouvernance et aussi électorale, est une première en termes d'alliance dans ces pays, une union autour des idéaux, une union autour d'une idéologie.
Le péché qu'a connu ces pays depuis 70 jusqu'aujourd'hui, c'est que les gens s'initiaient autour des intérêts. C'est ce qui est venu corriger l'Union sacrée. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que nous sommes du bon côté de l'histoire. La plupart des gens qui ont adhéré l'Union sacrée ont travaillé avec Kabila. Cela s'appelle... ce sont des républicains. C'est du patriotisme, du nationalisme. Il ne faut jamais être autour des individus, il faut être autour de l'idéal. Il faut travailler autour de la patrie. La patrie les a appelés, ils ont à donner en termes d'aptitude, de compétences et intelligence pour les uns, et aussi en termes de poids politique pour les autres. Ils ne doivent que venir soutenir la haute autorité politique de la République, qui est Félix Antoine Tshilombo, le Abba de la nation, par rapport à sa politique et à sa vision. On est en train de refaire cet État, on est en train de reconstruire l'État-nation, qui est ces Congolais capables d'apporter une pierre à l'édifice qui va croiser les bras au nom du kabylisme ou au nom, par exemple, je ne sais pas, du fayolisme. Seul le frustré, le regretté ne peut pas venir répondre à cet appel du chef de l'État qui avait appelé à son temps tous les Congolais à venir adhérer à sa vision. Et surtout que sa vision est attractive aussi. Donc c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a plusieurs de partis politiques derrière lui. Cette machine qui va écraser tout le monde pour prouver à la face du monde que les Congolais peuvent aussi s'unir autour des idéaux, autour des intérêts de la République. Et pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé le lundi 12 juin dernier à Goma, 2 mois et 12 jours après sa nomination à la tête du ministère de Défense nationale. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ce lundi 12 juin 2023 à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Cette mission intervient 2 mois et 12 jours après sa nomination à la tête du ministère de la Défense nationale. Nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo. Excellence, les détachements d'honneur de la 34e région militaire est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Goma. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les colonels, Mouketela, Kapaya, Surmain. Je lance un appel d'unité à la population, d'être derrière la vision du chef de l'État qui est motivé par la paix. La sécurité dans tout le pays, a déclaré Jean-Pierre Bemba, juste après son accueil par les autorités de cette province. Et cela avant d'inviter les différents groupes armés à déposer les armes pour s'unir derrière la vision de paix qui anime le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État. Le commandant suprême des forces armées qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Sur les armes armées principalement pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité. Après son accueil, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba s'est rendu au centre conjoint de coordination des opérations militaires entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilité au Congo, MONUSCO en sigle, pour une réunion stratégique. Jean-Pierre Bemba Gombo séjourne à Goma après que le gouvernement congolais ait obtenu une évaluation du mandat des forces régionales de l'Est Africa Community EAC en sigle. Presqu'Inana, à Bemba, à l'est de la RDC, sa présence peut influencer. Est-ce que nous pouvons espérer récupérer Bunagana, mais aussi est-ce que c'est une solution? Depuis qu'il est à la tête de ces ministères, il a amené une politique visant à accompagner le chef de l'État pour extirper et en terminer avec cette guerre.
le visite diplomatique qu'il reçoit à court d'un balai, je crois, cette semaine à Kinshasa, ces visites à l'extérieur du pays pour aller nous ressourcer en logistique. Et voilà, maintenant il descend sur les terrains pour d'abord appeler la population au calme. Il appelle aussi les communautés interethniques qui rivalisent à chaque fois. C'est qui fait partie de l'un des contours de cette guerre dans l'est des Républiques démocratiques du Congo, à pouvoir déposer leurs armes. Il a appelé beaucoup de groupes armés aussi. Il va gagner son pari. Vous savez, le choix de Bemba était un choix stratégique. Il s'y connaît dans la défense. On ne l'a pas seulement nommé parce qu'il est président d'un parti politique donné, ou soit parce qu'il fait partie de ceux qui soutiennent Félix Tshilombo. Non, c'est parce qu'aussi, il s'y connaît dans la politique de la défense. Jean-Pierre Bemba n'est pas un amateur. Son choix a été vraiment stratégique. Et voilà, il est en train de suivre d'abord la voie diplomatique prônée par le chef de l'État pour résoudre cette question dans l'Est. Il est en train de réformer l'armée ensemble avec le Félix Tshilombo. Le changement qu'on amène dans la chaîne de commandement, les réarmements moraux qu'on donne à nos forces et à nos troupes, cela fait partie de schémas à respecter, un processus, un modus operandi pour un jour être prêt quant à la guerre offensive que les Congolais attendent depuis Belirette contre les Rwandais. Donc nous les félicitons et nous l'encourageons. Nous pensons vraiment vivement qu'il va réussir ses paris ensemble avec les chefs d'État. C'est un souhait de tous les Congolais par cette guerre perdue depuis plusieurs années. Et Jean-Pierre Bemba à la tête de ces ministères, avec la volonté, la politique et la vision du chef de l'État quant aux réformes qu'on engage dans l'armée, beaucoup de choses vont changer. Et sa présence aussi va essayer un peu de soutenir la morale de ces soldats qui se battent parce qu'ils voient leur chef venir. Ils vont parler au lieu seulement que les décisions se prennent à Kinshasa et qu'on leur communique au téléphone. Est-ce que c'est possible de récupérer Bunagana et d'autres territoires occupés avant les élections? Ce n'est pas une première dans ces pays que Bunagana soit occupé plus d'une année. Sous Kabila, Bunagana aussi a été occupé, je crois, près de 2 ans. Et c'est devenu comme une malédiction pour cette cité. Apparemment, mais je crois que je vous ai parlé de fait que ce n'est pas une première fois que cette cité soit occupée par les Rwandais ou par les Ougandais ou par les ennemis de la République. Et comme à l'époque ça a été aussi occupé après plus d'une année, et que cette fois-ci aussi nous allons les récupérer parce qu'il y a une montée en puissance de nos forces de sécurité. La guerre dans l'Est était comparable à une maladie comme la malaria. Vous savez, quand quelqu'un souffrait du palu et qu'il ne prenait pas de médicaments, lorsqu'il prend le médicament, la maladie c'est un peu de récidiver. Kagame ne parlait pas lorsqu'il s'est retrouvé dans ces pays. Mais maintenant pourquoi il parle? C'est parce que ses intérêts sont étouffés. Nos services de sécurité sont en train, on est en train de les rwandaniser. On est en train de rationaliser pour en terminer avec cette question. Mais souvenez-vous, Prince Kinana, le départ de Kabila, la pérennée du côté de l'Est de l'RDC. Mais on cassait aux Congolais qu'il y avait plus de 150 localités qui échappaient au contrôle de la République démocratique du Congo, que nous avions récupéré grâce à l'état des sièges. Et on cassait aussi aux Congolais que notre armée était en faillite. Et c'était une armée multinationale, une armée moins forte, une armée incapable de pouvoir nous sécuriser, une armée incapable de pouvoir résister face à une agression. C'est maintenant que notre armée est en train de se réformer, de se ressourcer. On n'avait pas dit aux Congolais que l'armée manquait même d'une logistique moderne. On n'a pas dit aux Congolais que notre armée manquait même de moyens financiers. Quel a été le budget laissé à l'armée? Donc ce sont tels là les indicateurs qui prouvent aujourd'hui que les parallélismes, il y a beaucoup de choses qui ont changé grâce à Félix Tshilombo. Parce qu'il en a vous parlé de l'état de siège pendant que les habitants de l'Ituri déclarent que c'est l'échec en tout cas. Cet état de siège a été évalué. Je ne dirais pas que c'était à 100% une réussite ou à 100% un échec. Non, non. L'état de siège a aussi apporté en termes de reconstruction, en termes de paix, en termes de... Ça a permis à ce que des localités soient récupérées et que des populations rentrent dans les localités. Une évaluation a été prévue quant à ça. Si le gouvernement est en train de proroger ensemble avec l'Assemblée nationale par rapport à cet état de siège, c'est parce que nous voulons en finir avec cette question. C'est grâce à l'état de siège que nous aurions pu décongoquer cette agression, le mettre à jour, mettre à nu l'implication de Kigali par rapport à cette question dans les Abéos. C'est grâce à cet état de siège que nous avions pu découvrir
plusieurs mouvements rebelles ou mouvements armés qui opéraient sans être inquiétés. C'est grâce à cet état de siège que ce coin est en train de reconnaître, tant soit paix, une certaine paix, et que nous sommes en train d'aller dans le sens de pouvoir perdurer cette paix, comme le veut le chef de l'État, le pacifier, ou qu'on n'en parle plus de cette question de guerre. Au courant de la semaine, l'actualité a été dominée, entre autres, par les examens des TENASOSP, dont le coup d'envoi a été donné le jeudi dernier par le ministre Tony Mwaba. Regardez. Conformément au calendrier scolaire 2022-2023, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a lancé ce jeudi 15 juin 2023 à Kinshasa, à l'école Sainte-Rita de Mongafula, la deuxième édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Ce test, a fait savoir le ministre de l'EPST, permettra à la RDC de dégager le profil psychologique de chaque participant, d'orienter selon ses aptitudes ou ses intérêts dans les types d'enseignement organisés aux humanités ou au cycle court professionnel et de gérer ainsi le flux à la sortie de la 8e année de l'enseignement de base. Le professeur Tony Mwaba Kazadi a profité de l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir ouvert l'accès à l'école primaire publique à tous les enfants par l'application stricte de l'article 43 de la Constitution, longtemps mis à l'écart, qui a permis à des millions d'élèves en rupture scolaire de reprendre le chemin de l'école. Je me réjouis de constater avec vous que l'année scolaire 2022-2023, qui court à son terme, malgré quelques soubresauts, a permis d'achever les contenus des matières inscrites au programme national de la 8e année. C'est donc, à juste titre, que les élèves de cette classe sont soumis à cette deuxième édition du TENASOSP. A noter que 1 572 235 candidats, dont 889 085 garçons et 682 248 filles, soit 43% sur l'effectif total réparti dans 5 276 centres, dont 2 hors frontières, Luanda et Cabinda en Angola, prennent part à cette évaluation de fin de cycle de l'éducation de base instituée en 2022, comme prescrit l'article 193 alinéa 2 de la loi cadre de l'enseignement national. Comparativement à la première édition, le nombre de centres d'administration est passé de 5 056 en 2022 à 5 278, soit un accroissement de 222 centres. Après le lancement officiel, le gardien de la gratuité de l'enseignement primaire a supervisé seul ces tests en visitant les écoles Sainte-Famille, Institut méthodiste Ebenga, Mokengeli dans la commune de Lemba, Saint-Augustin, Saint-Raphaël de Limité, avant de clôturer par révérend Kim dans la commune de Lingwala, où les élèves venaient de terminer l'épreuve pour chiter dans la salle Via Nova dans la commune de La Gombe. Allez, parlons insécurité en prison. Un corps sans vie est retrouvé dans la commune de Ngalima. Mario Ambong. Un corps sans vie a été retrouvé au quartier Macampagne, commune de Ngalima. Stupéfaction et tristesse pour les habitants de ce coin qui se sont réveillés ce matin du 13 janvier 2023. Ils ont retrouvé ce corps abandonné presque par terre sous le regard des passants. Quelques réactions des habitants de ce coin. La personne qui est allongée, inerte, est mon oncle. Je ne sais même pas comment il se retrouve ici. Il est chauffeur de taxi. Nous déplorons sa mort et par la même occasion, si la police peut ouvrir une enquête pour que nous puissions voir clair. L'insécurité décriée par les populations à cet endroit doit interpeller la police. Plusieurs communes de Kinshasa connaissent aussi des situations similaires. La police doit redoubler d'efforts pour dissuader ces criminels qui ne cessent de courir dans la ville province de Kinshasa. Allez, Presque Inana, actuellement, comment vous jugez la qualité de l'enseignement en RDC?
L'enseignement en RDC, hormis du fait que est maintenant accessible à tout le monde, à tous les Congolais, ce qui est une matérialisation grâce au chef de l'État fait Centre Chilombo. Mais nous nous battons aussi pour relever les défis de la qualité, parce que c'est depuis 91 qu'il faut qu'on souligne que cet enseignement était au rabais. Cela est dit aussi par une fuite de responsabilité de certains parents, parce que le milieu des éducatifs ont failli à leurs responsabilités. Je parle de la famille, je parle de l'église, je parle aussi de l'école, parce que les écoles qui proliféraient, c'est tout beaucoup plus de l'école privée, ne donnaient plus une éducation de qualité par manque de suivi et manque d'information continue. Un pari que les ministres du secteur est en train de se battre pour relever ces défis de la qualité, parce que l'enseignement fait partie de ces domaines qui assurent le lendemain d'un peuple ou le lendemain d'un pays. Allez, un mot concernant la situation sécuritaire ici à Kinshasa, qui bat en tout cas son carton plein. C'est vraiment pitoyable, parce que vous savez, moi j'ai fait partie de ceux-là qui disent toujours que la ville souffre d'un problème de gestion. Gentini Ngobila échappe à la gestion de la ville province de Kinshasa. Il ne maîtrise presque rien, presque dans beaucoup de secteurs. Il y a des compétences, il est de l'union sacrée, nous le soulignons, mais dans l'union sacrée, il y a certaines valeurs que nous partageons, comme le devoir de vérité ou aussi celui de redevabilité. Il y a les compétences étant d'attribution. Si vous allez à l'article 254 de la Constitution, il y a certaines compétences ou des attributions qu'on laisse au gouverneur pour pouvoir bien gérer sa province. Mais chose que nous ne trouvions pas chez le gouverneur Gentini Ngobila, et voire même ce théâtre qui se passe au niveau de cette ville, ou même l'Assemblée provinciale qui est clochardisée par le gouverneur, qui n'arrive pas à les contrôler pendant tout un mandat comme ça. Il n'a jamais été interpellé au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de secteurs souffrent de suivi même. Donc nous demanderons au chef de l'État et aussi aux élus nationaux de pouvoir venir en aide, parce que la sécurité fait partie du domaine que la province partage avec le gouvernement central, de pouvoir les appuyer, parce que nous devons sécuriser les Quinois, et surtout le mouvement, le banditisme urbain refait surface. Dernièrement, j'ai vu de jeunes se livrer à ces mouvements-là. Nous félicitons tant soit peu le ministre provincial de la ville qui se bat, malgré qu'on apprend qu'il n'a même pas de moyens. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas à Kinshasa, donc cela ne nous étonne plus. Nous pensons que maintenant que nous allons aller aux élections, qu'on va donner à Kinshasa un gouverneur qui mérite pour mieux faire les choses. Il y a un adage qui dit il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est par ici que nous bouclons le magazine du dimanche. Merci à vous, Prince Kinana. Je rappelle que vous êtes communicateur du parti CRD, parti de Christophe Mbosso. Merci à l'équipe technique composée de Véambata, Serge Makosso, Soulé Mboyo. Prochain numéro de Malandi à 19h. Au revoir.